Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Diane James, 56 ans, présidente du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, a jeté l'éponge mardi dernier. 18 jours seulement après avoir accédé à la tête du parti, Diane James évoque des raisons professionnelles et personnelles qui l'empêchent de formaliser sa nomination. Le Brexit prend-il de l'eau? En tout cas, la monnaie britannique est dans la tourmente. Au Maroc, hier, les Marocains se sont rendus aux urnes pour le compte des législatives. Le scrutin a été très peu couru. Néanmoins, le parti d'inspiration libérale espère reprendre le pouvoir aux islamistes. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont encore dégradées cette semaine. Le président Vladimir Poutine a décidé de suspendre un accord de recyclage du plutonium avec Washington signé en 2010. Le dit accord devrait entrer en vigueur en 2018. Certains analystes relativisent la portée de la décision de Kremlin. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. Au Congo-Brazzaville, la situation humanitaire dans la région de Pôle est préoccupante. À ce sujet, un comité interministériel a rendu sa copie. Près de 4000 personnes se sont déplacées à l'intérieur de la région de Pôle. Faut-il le rappeler, cette région est secouée par des troubles depuis le mois d'avril dernier et le gouvernement pointe du doigt le pasteur Toumi en cavale. L'Afrique qui bouge, c'est une mouture de Daniel Sapo. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré mercredi une ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti, financée et construite par la Chine, avec pour ambition de désenclaver l'économie éthiopienne et doper les échanges avec le voisin djiboutien. La cérémonie s'est déroulée à la gare nouvellement construite de Ferry Labo, à environ 20 km du centre d'Addis, en présence d'une large délégation chinoise, du Premier ministre éthiopien Al-Mariam Desalegn et du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté mercredi dernier devant les députés un projet de nouvelle constitution qui veut en finir avec l'ivoirité, évoquant une occasion de tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué ce pays. Les manifestations se poursuivent au sein de l'Université 8 à Johannesburg, où les manifestants qui prônent une éducation supérieure gratuite ont interrompu une marche d'étudiants qui demandaient à ce que les cours reprennent après 2 semaines d'interruption. Face à cela, la police a de nouveau tiré mardi des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les étudiants. La présidence nigériane a confirmé la mise en vente de 2 jets privés appartenant au gouvernement dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires mises en place par le président Muhammadu Buhari. Le rassemblement de l'opposition congolaise s'est déclaré mardi ouvert à un vrai dialogue inclusif en République démocratique du Congo avec les délégués au dialogue national convoqués par le président congolais Joseph Kabila, tout en maintenant la pression avec de nouvelles manifestations le 19 octobre prochain. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement réaffirme son soutien à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul cadre dans lequel le dialogue doit se tenir en vue de mettre fin à la crise politique délibérément créée par M. Joseph Kabila. Le nombre de travailleurs qualifiés quittant l'Afrique subsaharienne augmente rapidement et constitue une véritable fuite de cerveau qui pénalise le développement du continent, a mis en garde ce mardi le Fonds monétaire international FMI.
Au moins 3 personnes ont été tuées jeudi dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Degakon, un quartier de la capitale économique béninoise Cotonou, ont indiqué les autorités locales. Vous avez vu, tout est embouilli. Il n'y a pas une seule plaque qu'on puisse prendre. Tout est en sable. Les briques, le ciment, le gravillon. Il y a problème. Le bâtiment a suivi toutes les procédures. Un architecte a fait la conception, un ingénieur a fait les calculs. Ils ont eu le permis de construire et c'est une entreprise qui est en train d'exécuter les travaux. Et c'est un bâtiment qui appartient à une institution financière. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'une institution financière ne saurait laisser un bâtiment s'exécuter par n'importe qui. Un accord de paix visant à clore 52 ans de conflit entre le gouvernement colombien et les FARC a été rejeté par le peuple. Le non issu du référendum a surpris la communauté internationale qui avait salué cet accord de paix. Doit-on parler d'un échec des négociations? En tout cas, les deux parties sont déterminées à observer le cessez-le-feu bilatéral et définitif. Le regard de Martial Quinzette. L'accord de paix qui a fait sensation, qui a défrayé la chronique médiatique, est en fait le fruit d'une très longue négociation. Lorsqu'on interroge un peu l'historiographie de ce conflit en Colombie, il faudrait se rappeler que c'est un conflit vieux de 52 ans. C'est un conflit qui, aux premières heures, pouvait se justifier par une sorte de frustration d'une bonne partie de la population qui a décidé donc de reprendre la voie des armes pour pouvoir s'exprimer au plan politique. C'était donc des kidnappings pour exiger des rançons. C'était des attaques à main armée contre des institutions républicaines. Avec le président Álvaro Uribe, la solution idoine qui avait été empruntée était celle de répondre à la force par la force. Mais avec le président actuel, Juan Manuel Santos, on a mis en place une certaine politique de négociation et de rapprochement des deux camps, bien sûr sur la très grande médiation du président cubain Raúl Castro. Ces négociations qui ont été entamées depuis pratiquement 2012 et qui ont commencé à porter des fruits avec les différentes rencontres qui sont tenues à la Havane avec la médiation en plus de Cuba, des grandes puissances comme les États-Unis, la grande puissance qu'on ne voit peut-être pas trop, qu'est le Vatican. Et aujourd'hui, on a eu à signer un accord mémorable que beaucoup continuent d'ailleurs de critiquer, quand on sait très bien que ce conflit avec les FARC a causé près de 260 000 morts, 45 000 disparus et environ 6,9 millions de déplacés. Il y a un peu comme ce ressentiment qui n'est pas toujours digéré par la population colombienne. Il faudrait travailler les consciences, travailler le vivre ensemble, mais ne pas oublier l'autre point important de la guérilla, car en dehors des FARC, il y a également l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, bien que négligeable, qui reste quand même forte de 1500 hommes. Alors il faudrait engager un autre front de négociation pour qu'une paix durable puisse exister en Colombie. Le Parlement européen a approuvé mardi dernier la ratification par l'Union européenne de l'accord de Paris sur le climat. Un acte qui permettra certainement d'accélérer l'entrée en vigueur du texte mondial de la lutte contre le changement climatique. Voilà pour la COP 21. Qu'en sera-t-il pour la COP 22 à Marrakech? C'est le sujet majeur de notre entretien avec le docteur Jean-Paul Ayina. Bonjour. Bonjour, docteur. Madame. Nous sommes rendus à quelques semaines de la COP 22. On observe que 62 pays, parmi lesquels l'Inde, le Canada, pour ne citer que cela, ont déjà ratifié l'accord de Paris sur le changement climatique. Doit-on espérer que les débats de Marrakech seront francs, véritablement porteurs d'espoir? Oui, merci Madame. Vous savez, le changement climatique est aujourd'hui un enjeu mondial. Un enjeu mondial lorsqu'on entend par enjeu une préoccupation majeure. Donc c'est une préoccupation majeure du XXIe siècle.
c'est également un défi mondial. Un défi mondial parce qu'il y a des problèmes à résoudre, un défi à relever pour l'humanité. Vous savez, nous n'avons pas une autre planète, nous avons la planète Terre sur laquelle nous vivons. Est-ce qu'il a fallu attendre tant de temps pour comprendre qu'il n'y a que cette planète? De toute façon, mieux vaut tard que jamais. Ça fait depuis environ 20 ans qu'ils négocient cet accord, n'est-ce pas, qu'on a conclu à Paris. On est parti de Rio, Kyoto, et il y a eu Copenhague en 2009 et jusqu'à 2015 à Paris. Donc c'est des négociations internationales où il faut trouver des compromis, le juste milieu. Il y a des pays pollueurs, des pays industrialisés, et il y a des pays qui subissent, par exemple les pays en développement, les pays africains. Donc c'est déjà quelque chose que d'arriver à cet accord. Donc la question que vous posez tout à l'heure, est-ce que c'est un nouvel espoir? Évidemment, parce que à Paris, et même pendant les négociations qui ont précédé, déjà les États ont reconnu la gravité et la nécessité de réduire le réchauffement climatique. N'est-ce pas, les gaz carboniques, le carbone, n'est-ce pas, qui envahit le monde et qui est destructeur pour la santé et pour la vie de l'humanité. Donc c'est déjà un espoir que d'arriver, comme on est arrivé à l'accord de Paris, et ils y discuteront évidemment des choses qui vont aller dans le sens de la mise en œuvre de cet accord. Puisque les pays dits pollueurs ont finalement pris conscience de ce qu'il faut préserver cette terre, est-ce que vous pensez qu'à Marrakech, effectivement, l'accord attendu sera plus ambitieux que celui de Paris? De toute façon, Paris était déjà un départ. À Paris, c'est un accord 4 de 29 articles sur 39 pages. Et les États qui ont pris des engagements se doivent maintenant de chercher la mise en œuvre, les mécanismes de mise en œuvre. Donc Marrakech va dans ce sens-là, rechercher des mécanismes véritablement de mise en œuvre de cet accord. Par exemple, pour un mécanisme de développement propre, et les mécanismes de financement, et des mécanismes n'est-ce pas, de renforcement de capacités et de transfert de technologies et bien d'autres encore. À Paris, il était question de contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2%. Oui. À Marrakech, on pourrait peut-être contenir ce réchauffement climatique sous le seuil d'1%. Bon, c'est très rapide, c'est exemple. Paris, c'était hier, là. Paris, c'était décembre. Oui, mais et on a dit donc que le poids de la France sur la scène internationale pèse, justement, et on constate que pas mal de pays sont en train de signer ou de ratifier l'accord de Paris. Bon, je ne veux pas refuser que c'est quand même une équation personnelle de la diplomatie française, mais je crois que tous les États sont concernés pour cette affaire. C'est-à-dire que là, maintenant, on constate les effets qui sont lesquels, justement, si on prend quelques enjeux, quelques exemples. Quelques exemples. Vous avez constaté qu'il a fait plus chaud. Au Cameroun, par exemple, que ces derniers temps, il faisait très très chaud à un moment donné. Et quel a été l'impact sur l'agriculture? Maintenant, il y a l'impact sur l'agriculture, c'est qu'il y a les terres qui s'assèchent, par exemple. Il y a des terres qui s'achètent, et quand les terres s'achètent, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'humidité, il n'y a plus les problèmes de développement. Et c'est la famine qui s'installe. Donc ça veut donc dire que tous les pays, n'est-ce pas, tous les États sont conscients des effets néfastes, n'est-ce pas, du réchauffement climatique, et ils se doivent de faire quelque chose et vite. Évoquons un peu les pays de l'Afrique subsaharienne et ces multiples conférences sur le changement climatique. Disons que ces pays-là produisent très peu de gaz, mais ils sont les premiers parfois à ratifier ces accords sur la réduction de la production industrielle. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu suicidaire pour ces pays-là qui aimeraient aussi se voir développer? Oui, bien entendu. Je crois que c'est d'abord une exigence, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de développement durable, qu'il faut aujourd'hui utiliser les ressources dont nous disposons et tout en gardant pour les générations futures. Pas le développement. Donc maintenant, c'est une exigence. Et maintenant, au niveau de la négociation, les pays africains se doivent aussi de dire, mais nous, on vient d'arriver et on nous impose, nous ne sommes pas les pollueurs.
il y en a qui attendent les taxes ou des rémunérations, des compensations. Parce on annonce 100 milliards. Un fonds vert. Un fonds vert de 100 milliards de dollars par an. Mais d'ici 2020, c'est pas tout de suite. À partir de 2020, c'est dans 4 ans. Donc on peut déjà commencer à... Mais ce n'est même pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir des politiques économiques protectrices de l'environnement, protectrice n'est-ce pas, de tout ce qui concerne les générations futures, protectrice du développement durable. Et vous pensez qu'en Afrique, on y songe véritablement? Bon, l'Afrique est plurielle. L'Afrique est plurielle. Disons même que... Comme l'Europe est plurielle, il n'y a pas que l'Afrique. Oui, bon, l'Europe est plurielle, mais il y a l'Union européenne. Il y a également l'Union africaine. Oui, il y a l'Union africaine, mais il faut déjà savoir qu'au niveau de la CEMAC, par exemple, le problème de réduction des gaz à effet de serre. Chacun y va passer. L'accord de Paris repose sur un principe fondamental de laisser chaque État faire ce qu'il peut selon sa capacité. Donc, si on prend le cas de l'Afrique centrale, le Cameroun a dit qu'il va réduire à 32% d'ici 2035. Le Gabon a dit qu'il réduit à 50% d'ici 2030 ou quelque chose comme ça. Le Tchad a dit qu'il réduit à 18%. Et chacun dit je fais comme ça ce que je peux. Bon, encore que pour le cas de certains pays dans la zone CEMAC, ils attendent beaucoup plus. Leur contribution est conditionnée par les financements ou l'aide. Par ce fameux fonds vert. Oui, ce fameux fonds vert. Parce que même ce qu'on a dit, la position du Cameroun là-bas, on dit bon, notre condition, notre contribution est de ceci, conditionnée par, n'est-ce pas, les financements extérieurs, le transfert de technologies et tout ça. Donc, je ne pense pas que ça devrait être le fondement, c'est-à-dire les compensations financières, mais ça devrait être une politique bien réfléchie, n'est-ce pas, qui doit servir de développement durable pour les peuples et les populations. Cette politique ou ce modèle-là peut être déjà connu, mais il faut justement des financements pour implémenter ce qui a été pensé. Bien entendu, mais prenons le cas du Gabon. Le Gabon va financer à partir de son budget, à partir de ses investissements privés internes et à partir d'une politique, comment dirais-je, autocentrée. Ça, c'est ce que le Gabon a déclaré. Bon, beaucoup d'autres disent que bon, on attend qu'on nous transfère, on nous fasse ceci. Je crois que il faut à un moment donné, il faut une volonté en interne. Au lieu d'attendre, bon, c'est déjà bien de dire, tout le monde a pris conscience de ce que c'est. Si on regarde, on se tient quelque part, soit on point encore, on voit les grumes qui viennent le soir vers je ne sais pas, une certaine heure qui partent. C'est un danger. Et nous sommes, le bassin du Congo est quand même le deuxième poumon écologique du monde mondial, après l'Amazonie. Donc, à ce niveau-là, on devrait être même exigeant, n'est-ce pas? Parce que c'est nous qui sommes le puits, n'est-ce pas, de l'absorption de carbone. Et cette exigence serait à quel niveau? L'exigence, ça veut dire que quand on a des investissements, par exemple, je donne un exemple, que les stations dans le domaine des gaz, au niveau du pétrole et d'autres investissements. Par exemple, faire une exigence sur la responsabilité sociale des entreprises ou sociétale. C'est-à-dire que mettre des clauses telles qu'il faut éviter le réchauffement climatique. Au niveau de l'agriculture, par exemple, la déforestation, où on est aujourd'hui, n'est-ce pas, en train de stimuler ou de favoriser ou d'encourager l'agro-industrie, c'est-à-dire une industrie basée sur l'agriculture. Ça veut donc dire que ça va engloutir ou ça va résorber une grande partie de nos terres. Donc, faire très attention, et ceux qui viennent, les investisseurs qui viennent pour investir dans ces domaines, qu'il y ait des clauses de sauvegarde en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Et si je vous comprends très bien, docteur, pour vous privilégiez plutôt une approche endogène pour prétendre au développement que de compter sur l'approche exogène. Bien entendu, il n'y a rien, et qu'on dit souvent qu'il
il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tous les autres. Donc l'approche endogène est en principe préférentielle par rapport aux autres approches. Revenons sur la COP 22 qui va se tenir dans quelques semaines à Marrakech, au Maroc, pour évoquer une expression qui revient assez souvent lorsqu'on parle de cette COP 22, c'est celle de migration environnementale. Faisant bien sûr allusion à la crise migratoire qu'on observe actuellement, est-ce que cette migration environnementale est-elle aussi importante que les politiques économiques et sociales? Bon, lorsqu'on élabore les politiques économiques, l'environnement va dedans. Ça fait partie des politiques économiques. Donc, évidemment, tenir compte de l'aspect environnement dans l'élaboration des politiques économiques, c'est important. Donc, on ne peut pas dire que c'est mis à côté parce que le problème, l'autre enjeu... Mais ici, il s'agit précisément d'une migration environnementale. Oui, c'est vrai, on dit qu'on migre pour mettre l'accent sur l'environnement. C'est-à-dire que le climat, réchauffement climatique et environnement, c'est la même bataille. On peut dire réchauffement climatique et développement, c'est la même bataille, puisqu'on met aussi aujourd'hui l'accent sur la protection de l'environnement, sur la préservation de l'environnement. Cette migration, c'est-à-dire cette mutation, n'est-ce pas, des politiques économiques vers l'environnement, c'est tout à fait bienvenu. Donc vous pensez que ce Français-là, qui est François Mennen, pour ne pas le citer, c'est celui qui justement... met en valeur cette expression de migration environnementale pour la COP22. Donc, il a parfaitement raison d'en parler. Il ne faut pas oublier cet aspect. Il ne faut pas oublier cet aspect. Encore que c'est le problème de développement, c'est un problème global. Le développement est globalisant. Donc, si on dit j'ai un aspect, maintenant, là, avec le climat, on fait référence, le climat renvoie au problème de l'environnement et au problème, n'est-ce pas, des ressources qui sont, comment dirais-je, tarissables, parfois qui ne sont pas renouvelables. Donc, quand on protège l'environnement, quand on met l'accent sur cet aspect, je crois qu'on va aussi vers un développement durable. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moyen adroit, voire même subtil, pour se tirer de l'embarras migratoire à un sommet aussi important que celui qui aura lieu à Marrakech? Il y a des acteurs qui sont les pays de départ et les pays d'arrivée. Donc, on sait qu'au niveau des pays d'arrivée, l'Union européenne, pour ne pas la citer, il y a des débats, il y a des négociations pour essayer d'arriver à comment dirais-je, à un terrain d'entente. Il est question aussi pour nous, pays de départ, entre autres. Si on pense aux migrations qui vont vers les pays occidentaux, parce que les migrations, c'est aussi en interne, en Afrique. Donc, comment faire, quelles sont les politiques à mettre sur pied pour que les gens ou les jeunes se sentent à l'aise chez eux, trouver de l'emploi et n'aient pas pensé que le paradis c'est ailleurs alors que le paradis c'est chez nous. Mais justement, si je vous invitais à faire de la prospective, que diriez-vous à ces chefs d'État qui engagent leur pays? Quelles sont les solutions pour la planète, spécifiquement pour l'Afrique qui est confrontée à cette fameuse notion de développement durable? Et les dirigeants qui engagent leur pays, c'est que, évidemment, on leur dit d'utiliser les ressources présentes en pensant aux générations futures. Par exemple, aujourd'hui, nous jouissons du pouvoir, comment dirais-je, du deuxième poumon écologique mondial, le bassin du Congo, par exemple. Bon, et si nous dévastons, si nous détruisons, et si nous laissons les générations futures, parce que le monde ne date pas d'aujourd'hui, le monde date de milliards d'années. Et c'est maintenant, depuis l'ère industrielle, disons à partir du 17e, surtout 18e siècle, qu'on est et là maintenant, c'est tout simplement au 21e siècle. À partir du 19e, du 18e siècle à maintenant, c'est peut-être 3 siècles. Et maintenant, quels sont les siècles à venir? C'est encore beaucoup. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que nous utilisons. Il ne faut pas tout dévaster. Parce qu'il y a les problèmes de déforestation, par exemple, nous qui avons la chance d'avoir des forêts. Cela signifie que l'industrialisation n'est pas une fin en soi. Oui, c'est très important. L'industrialisation, et on dit aujourd'hui, pour qu'on paye un pays, qu'on le compte comme pays développé, il faut qu'il soit
pays industrialisés. Nous-mêmes, là, dans notre marche vers l'émergence, nous disons on veut être émergent, entre autres, un pays industrialisé. Hein. Donc, l'industrialisation, c'est bien, mais il faut s'industrialiser en essayant aussi de penser aux générations futures, et même nos propres générations, parce que si on détruit l'environnement et on s'industrialise à tout vent, hein, et on met les peuples en paix, parce qu'il y a la santé des populations. Il ne faut pas qu'en s'industrialisant, on détruise même la vie des gens. Donc ça ne devrait pas être un subterfuge, n'est-ce pas, pour détruire l'humanité. Ça doit être un moyen pour que l'humanité se porte davantage bien et en préservant aussi les générations futures, n'est-ce pas, d'un fléau, d'un désastre qui peut venir à court terme. Donc il faut vraiment que ces dirigeants-là prennent véritablement conscience de leurs responsabilités. Et surtout que ces dirigeants-là gardent en mémoire la fameuse phrase du secrétaire général sortant, Ban Ki-moon, il n'y a pas de solution B parce qu'il n'existe pas de planète B. Bien entendu. Docteur Jean-Paul Aina, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. Un tour dans le monde. Point final. Merci à vous d'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.